Bienvenue en Saône-et-Loire à l'occasion des 1000 ans de la consécration de l'abbaye Saint-Philibert de Tournu. Bonjour Fabienne. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Vous avez fait le bon choix, merci d'être avec nous sur France 3. Nous allons ensemble déambuler pour vous faire découvrir des choses extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire Fabienne. Eh oui Pascal, alors vous allez déambuler à l'intérieur. Moi je vais graviter partout autour de l'abbaye, du monastère. J'ai plein d'endroits à vous faire découvrir. Et je vous conseille de rester avec nous, on va aller retrouver Lynn Pajot qui est professeure de tourisme pour nous en dire plus sur ce lieu exceptionnel. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce vendredi matin et je suis très heureux d'accueillir Lynn Pajot, cette fameuse professeure de tourisme. Déjà, ça donne envie. Hein. Bonjour Pascal et bienvenue à Tournu. Merci. Où sommes-nous précisément, la Lynn ? Eh bien, nous sommes dans l'abbaye Saint-Philibert et plus précisément dans l'abbatiale. Et nous sommes en train d'avancer. Nous étions ici dans l'avant-nef, le narthex si vous préférez. Et nous passons maintenant dans la nef, de l'obscurité à la lumière. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis sûr qu'on va pouvoir découvrir à l'image ce que nous pouvons voir ici. Alors, il suffit de lever les yeux au ciel pour se rendre compte que cet espace est particulièrement magique, Lynn. Et bien sûr, il est magique. C'est un espace construit au tout début du XIe siècle, avec la particularité, c'est que vous êtes ici baigné dans la lumière du jour et aussi la lumière de Dieu, bien évidemment. Alors, on voit quelques vitraux. On ira découvrir d'ailleurs une exposition d'ici la fin de cette émission avec l'amie Fabienne qui déambule avec nous ce matin pour nous faire découvrir aussi les coulisses. Avant de revenir sur les vitraux, avant de s'intéresser un peu plus à tout ce qui entoure l'abbaye de Tournu, on a envie de se dire, il y a Fontenay, il y a Vézelay, en Bourgogne-Franche-Comté, mais qu'est-ce qui fait la différence ici à Tournu ? Ah non, mais vous pouvez pas dire ça, Pascal. Parce que si je vous parle de Fontenay, si vous me parlez de Vézelay, vous me parlez du XIIe siècle. Moi, je vous parle de l'origine. L'art roman, il est presque né à Tournu. Il est presque né à Tournu, pourquoi ? Parce qu'ici, vous êtes dans une église de maçons. Et cette église de maçons, c'est ce que vous voyez là et ce que les téléspectateurs sont en train de voir, eh bien, c'est les origines de cet art roman qui va se développer sur des grands sites, comme vous les venez d'évoquer, Cluny, Vézelay et Fontenay. En tout cas, c'est un des ensembles religieux les plus vieux de France. Tout à fait. On va poursuivre la visite d'ici quelques instants, mais comme promis, on va aller retrouver Fabienne et toute l'équipe. Ils se trouvent en fait en dessous. Fabienne est sous la crypte et vous allez voir, c'est assez magique et ce n'est que le début. Vous avez fait le bon choix, c'est France 3. Ensemble, c'est mieux. Pascal, vous avez bien fait de me laisser m'échapper un petit peu et profiter toute seule de la visite parce que j'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer. Du coup, je suis tombée sur cette crypte à l'instant, cette crypte historique où nous attend Lauriane qui est animatrice du patrimoine. Bonjour Lauriane. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on se trouve ici précisément ? On se trouve au cœur de la crypte souterraine qui se trouve juste en dessous de l'église principale. Il y a une histoire ici, j'imagine. Ouais. Il y a même des histoires un petit peu merveilleuses. Dites-nous tout. Si on s'approche un petit peu de ce puits, l'eau serait miraculeuse, tout simplement parce qu'on aurait jeté la tête de Saint Valérien et l'eau aurait des vertus curatives contre les maladies. Il y a encore de l'eau dans le puits donc ? De temps en temps, il peut y en avoir. Pas aujourd'hui. Alors, vous nous parlez de Saint Valérien, mais nous, depuis tout à l'heure, on évoque Saint Philibert. Alors, quel est le distinguo à faire là ? Alors, Saint Philibert, c'est un saint dont les reliques sont arrivées plus tardivement, et c'est Saint Valérien qui est le saint local qui a été martyrisé au IIe siècle à Tournu. Il y a une histoire avec Saint Valérien, donc. Exactement, parce qu'il aurait été martyrisé et enterré ici. On serait sur son lieu de sépulture. Là où on se trouve. Là où on se trouve, exactement. Alors, cet endroit existait avant l'église au-dessus de nous, alors ? Effectivement, parce qu'elle sert d'assise à l'église. Sans la crypte, pas d'église au-dessus. Et c'est l'endroit qui est très beau, qui est très mystérieux. C'est surtout aussi, d'un point de vue architectural, c'est assez beau. On a ces colonnes qui sont là et on a aussi toute la méthode de construction des maîtres maçons de l'époque au Moyen-Âge, parce qu'on voit, même si ça paraît un peu frustre comme ça quand on regarde, mais c'est vraiment le système de réalisation, le système de construction du début du
de l'an 1000. Alors en plus, ce qu'il faut dire, Lauriane, c'est que nous, on a beaucoup de chance aujourd'hui, grâce à nos équipes techniques. C'est vrai. C'est très lumineux, très éclairé. C'est très en temps rare. normal, c'est beaucoup plus sombre. Alors, même si on a un petit peu de lumière, généralement, c'est beaucoup plus sombre, même si on a un petit peu de lumière qui vient de l'extérieur, parce que c'est une crypte qui est semi-enterrée. Donc, on a un tout petit peu de lumière, mais d'habitude, c'est beaucoup plus sombre que ça, effectivement. Donc aujourd'hui, on peut apprécier le fait que ces colonnes aient vraiment un travail assez remarquable. Il n'y en a pas une identique au niveau des chapiteaux. Tous les chapiteaux sont différents, et ce qui est assez étonnant, c'est que ces colonnes font penser un petit peu à l'église au-dessus. C'est comme si on avait une mini-église souterraine. C'est l'idée, en C'est fait, l'idée, qu'une exactement. crypte soit une mini-église, je C'est suppose. exactement ça, une mini-église qui permet les processions des pèlerins pour aller se recueillir sur les reliques. À l'époque, il faut donc imaginer qu'il y avait des pèlerins et des reliques ici. Ouais. Aujourd'hui, les touristes viennent quand même, j'imagine, découvrir cet espace. Les touristes viennent quand même. Les enfants adorent la crypte, évidemment, parce que parfois, c'est très Le côté sombre. mystique. Ouais, ils s'amusent un petit peu à jouer à cache-cache. Et il peut parfois y avoir des cérémonies, c'est un petit peu plus rare. D'accord. Mais au Moyen-Âge, on avait vraiment des processions. D'accord. Alors, on va continuer d'avancer un petit peu, Lauriane, parce que vous m'avez indiqué qu'au niveau du plafond, là, vous aviez quelque chose à nous montrer que chaque Effectivement. touriste vient apprécier. Alors généralement, les touristes ne le voient pas parce qu'il faut vraiment qu'on leur explique. Mais quand on regarde un petit peu plus précisément la voûte, on se rend compte qu'il y a des petits bouts de bois qui sont restés accrochés dans le coffrage. C'est le bout de bois qui servait le coffrage au moment de la construction de l'église. Donc vraiment, c'est du bois médiéval. On imagine les maçons en train de poser le Eh oui. coffrage et de l'enlever. Et oui. Et alors, il faut qu'on termine quand même brièvement sur cet espace, ce sarcophage, Lauriane, qui est dédié donc à Saint Valérien. Exactement. Notre martyr local, notre saint local. Si on s'approche un peu, on ne trouvera plus de reliques à l'intérieur. La parce caméra que va prendre le temps de s'approcher aussi. pendant- Il est vide. Il est vide. Aujourd'hui, pendant les guerres de religion, le corps a certainement été détruit. Mais on a encore le sarcophage ici de ce fameux Saint Valérien. Donc il y a deux histoires ici qui se rejoignent finalement. La Deux légende saints. avec la tête dans Exactement. le puits et le corps de Saint Valérien. Valérien. Merci, Merci. Lauriane, pour ces explications. Je vous rejoins à l'extérieur de l'église, Pascal, parce que vous allez voir qu'il y a quand même plein d'autres choses à dire, forcément. Merci Fabienne, toujours avec vous depuis Tournu, en plein cœur de l'abbatiale. Et ici, avec, on peut le dire, un décor exceptionnel et des voûtes qu'on voit à l'image actuellement, qui sont assez particulières. C'est le moins qu'on puisse dire, Lynn Pajot. Oui, assez particulière. Alors, je vais utiliser juste un petit élément qui Ah oui. qui est une feuille qui va vous permettre de comprendre le système du voûtement de l'art roman et la particularité de Tournu. Quand vous voyez une feuille, vous voyez ici que je suis obligée de la positionner de cette manière-là. Et vous voyez qu'ici, vous avez des pressions sur les côtés. Et ce sont mes mains qui sont là pour faire ces pressions. Ce qui veut dire que quand vous regardez l'édifice, vous avez l'axe qui est là. Et dans un édifice roman, la particularité, c'est que vous n'avez pas de lumière. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé de concevoir, de pousser sur les côtés. La particularité de Tournu, c'est quand on regarde là-haut, on se rend bien compte qu'on a de la lumière, mais on n'a pas une seule voûte. En fait, le système est le même, simplement, on a juste fait un quart de tour. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir, comme vous pouvez le voir, de part et d'autre, eh bien, de la lumière. Et la particularité de Tournu, c'est qu'on a testé quelque chose. On s'est dit, on veut faire haut, on veut faire grand et on veut faire lumineux. On utilise ce système, on le multiplie sur une dizaine de voûtes et ça permet exceptionnellement eh bien, d'avoir un édifice très haut et très lumineux. C'est grand, c'est long, Oui, c'est impressionnant. tout à fait. C'est beau aussi avec ces fameux vitraux. On va découvrir quelques images parce que c'est vrai que ici on se rend compte du travail qui est assez exceptionnel. Tout à fait. Les vitraux ici datent date. Je devrais être beaucoup plus précise et dire que c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a fait le choix, quand on a refait l'église, eh bien de faire des vitraux contemporains où le choix est la lumière. Donc je crois que votre reportage nous permettra de le montrer. Oui, d'ici la fin de cette émission, avec Fabienne, on va aller découvrir celui qui est à l'origine de tout ça, en tout cas celui qui a retravaillé tous ces vitraux, et ça sera assez surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisqu'on est dans les choses surprenantes, on pourrait tout aussi bien parler des mosaïques. Eh bien oui,
Les mosaïques que vous trouvez là-bas, eh bien ces mosaïques, la particularité de ces mosaïques, c'est qu'elles sont d'influence antique. Alors vous allez me dire, l'Antiquité, on est très très loin quand on est ici au XIIe siècle. Simplement, on est sur un passage, vous connaissez l'autoroute A6, eh bien vous savez sûrement aussi eh bien, que c'était une ancienne voie romaine. Et c'est sur cette voie romaine eh bien, que toutes les technicités ont traversé le temps pendant plus de 1000 ans. Et au XIe siècle, vous avez ici une église qui est très très puissante et qui a les moyens de faire des choses. Et quand on ira voir là-bas, vous verrez qu'on est véritablement dans une technicité très importante. Et on a un calendrier qui nous raconte les saisons. Et les 3 éléments qu'on vous mettra en valeur sont le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. On commence en tout cas à mieux comprendre, Lynn Pajot, pourquoi finalement Tournu a envie que l'on classe cet endroit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est évident, vous comprenez maintenant. On va encore mieux comprendre maintenant avec quelques images et un petit retour en arrière pour comprendre cette candidature. Regardez. Le maire et l'historien n'ont pas fini d'échanger sur le sujet. Comment parvenir à monter un dossier solide qui finirait par séduire l'UNESCO pour aboutir à ce résultat? Aujourd'hui, tout le monde connaît l'abbaye de Tournu comme une belle église romane. Et il faudrait que demain, tout le monde connaisse Tournu comme un site remarquable, historique, unique au monde. Du strict point de vue de son architecture et de son histoire, l'ensemble abbatial de Tournu est effectivement remarquable. Des monuments du même type, c'est-à-dire des abbayes cisterciennes, il y en a beaucoup qui sont encore debout, qui ont été inscrites au patrimoine. Fontenay, Vézelay. Mais aussi anciennes que celle-ci, il n'y en a pas. Cette réalité, personne ne la conteste. Mais cela suffira-t-il pour intégrer le patrimoine mondial? Au-delà des données objectives, il y a les tendances de l'UNESCO. Si Tournu avait fait sa demande voici 30 ou 40 ans, elle aurait sans doute eu gain de cause. Mais aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'édifices de la période romane qui sont classés. Et c'est plutôt le patrimoine immatériel, savoir-faire ou tradition qui a le vent en poupe. Autant dire que l'affaire n'est pas dans le sac, à moins peut-être d'élargir le dossier à la situation particulière de Tournu. Tournu, en quelques mots, c'est aussi d'une certaine façon une frontière, une limite. C'est la plus au nord des influences du sud et peut-être la plus au sud des influences du nord. Passer d'une belle église romane à un site remarquable classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Lynn Pajot, c'est un défi qui n'est pas forcément évident à relever. Mais vous avez l'air de le vouloir. Hein. Mais on le veut. Vous l'avez vu, on est dans un édifice exceptionnel qui fête ses 1000 ans. Les 1000 ans de sa consécration. Oui, c'est important de préciser parce qu'il y en a qui vont nous dire, mais attendez, vous chipotez, c'est pas 1000 ans. C'est 1800 ans. Mais voilà si on veut être précis, c'est bien plus vieux que ça. Alors c'est tellement évident qu'on soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'aucun Tournusien vous dira que c'est pas possible. Donc toute la population tournusienne est derrière ce projet pour classer cet édifice au patrimoine. Alors là, on va se donner rendez-vous d'ici quelques mois. La deadline, on attend la réponse pour quand? Alors, il faut être honnête. Patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un projet qui est à très très long terme. Tellement long terme que d'ici, je pense, entre 5 et 10 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose à très long terme, mais la consécration, mais millénaire et cette année, c'est un premier pas pour que non plus les Tournusiens, mais les Bourguignons et les gens de la Franche-Comté puissent connaître et reconnaître ce patrimoine au niveau régional. Une certitude, on va pouvoir le vérifier dans quelques minutes avec monsieur le maire qui va nous rejoindre et le prêtre de cette abbaye ici. On fait tout vraiment pour que Tournu passe devant, encore une fois, parce que vous avez quand même la chance d'avoir un édifice qui est en pleine forme, si j'ose dire. Tout à fait. Contrairement à Cluny, on va balancer un petit peu, ou à d'autres, allons-y, on va être un peu chauvin. Franchement, c'est différent ici. C'est différent tout simplement parce que c'est entier. Donc, ce qui est important, c'est qu'à Cluny, oui, c'était la plus grande église de la chrétienté, mais aujourd'hui, quand vous allez à Cluny, que reste-t-il? Alors qu'ici, vous avez véritablement un édifice du XIe siècle, à la fois l'église, mais aussi tous les bâtiments monastiques qui sont encore entiers.
Lynn Pajot, vous allez rester avec nous parce que je veux absolument qu'on se retrouve d'ici la fin de cette émission, parce que moi je vous écouterai pendant encore 40 minutes. Le problème c'est que on a notamment Fabienne Acosta qui est avec nous et qui déambule tout ce vendredi matin, et aujourd'hui elle a décidé de poursuivre sa petite aventure en rencontrant quelqu'un que vous connaissez bien, puisque on va aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur cette fois-ci, du côté du parc, pas très loin de l'abbaye ici, pour parler tourisme autour de ces 1000 ans de l'abbatiale de Tournu, d'où nous sommes avec vous ce matin, parce que vous savez, ensemble, c'est vraiment mieux. Pascal, je continue pour ma part, vous l'avez dit, de graviter un petit peu autour de vous, autour de l'abbaye. Je suis cette fois dans un parc à 2 pas de vous avec ma nouvelle invitée, Priscilla Dubuis, qui est responsable de l'office de tourisme. Priscilla, cette consécration, ce millénaire, il faut le dire, c'est quand même une belle opportunité pour Tournu là. Oui, tout à fait. Oui, le programme, on a un programme d'animation très riche, très varié. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des conférences, des concerts, des expositions, notamment une très belle exposition, en fait, l'exposition Quoi de neuf au Moyen-Âge, qui débutera le 15 juin pour se terminer le 22 septembre. Et puis de gros concerts, Barbara Hendricks, Galliano, Barbara Hendricks le 9 août, Galliano le 28 juillet. Enfin, beaucoup d'animations, beaucoup de choses. C'est une année à ne pas manquer à Tournu. Et l'idée, c'est de faire venir d'autres touristes, un autre type de public que celui qui vient ici en temps normal visiter l'abbaye, ou pas spécialement? Bah écoutez, si, effectivement, puisqu'on a eu l'occasion de pouvoir faire des salons de promotion touristique avec le programme de manifestation du millénaire, et ça marche. Vraiment, les gens sont... En fait, cette célébration, la consécration, tous ces événements, c'est l'occasion de venir ici, de découvrir Tournu. Pourquoi pas faire Tournu en 2019, puisqu'il y a ce beau programme d'animation. Donc c'est vrai que j'ai testé et je peux dire que c'est vraiment, voilà, il y a un effet waouh. Ah oui, on ira. Le week-end dernier notamment, on était à Évian, et c'est vrai que les gens étaient très intéressés. Beaucoup de gens nous ont dit, ah mais on va venir, c'est sûr. Par la destination. Voilà. Tout à fait. Tournu, c'est une petite ville, 6000 habitants. Voilà, c'est ça, une petite ville, mais qui attire déjà quand même pas mal de touristes, non? Oui, effectivement. Tournu est une ville très touristique, de par l'abbaye Saint-Philibert, mais pas que. Nous avons aussi la chance d'avoir un très beau musée, l'Hôtel-Dieu Musée Greuze, donc un peu comme les Hospices de Beaune. Oui. Et puis aussi un musée du vélo. Dans les environs immédiats, on a un superbe site qui est le site de Brancion. Et puis on a la chance d'avoir la Saône, d'avoir pas mal de possibilités de randonnée, de balades à vélo. On a la sortie d'autoroute qui fait que les gens viennent facilement ici, font une étape et puis se disent, ah mais c'est superbe, on reviendra. C'est ce qu'on entend tout l'été à l'accueil, vraiment. Ce qui fait que vous pouvez toucher plusieurs publics, les Bourguignons, ceux du Rhône. Effectivement, les Bourguignons, les locaux, en fait tous les gens du département et même des départements limitrophes viennent, sont des ambassadeurs de Tournu. Très souvent, quand ils ont de la famille qui arrive d'ailleurs, de l'étranger, viennent à Tournu, leur font découvrir notre ville. On a vraiment... tout à fait ce genre de des publics différents. Il y a ce monastère, cette abbaye qui fait la notoriété de Tournu. Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a d'autres choses? Il y a la gastronomie peut-être aussi. La gastronomie, ici. Tournu est effectivement très connue par la gastronomie, et puis on est aussi la porte d'entrée nord du vignoble du Mâconnais, ce qui fait aussi un atout supplémentaire pour la ville. Donc les gens, il y a des gens qui viennent pour la gastronomie, d'autres qui viennent pour le patrimoine roman, puisque Tournu est quand même un cas d'école, et elle est pour tous les élèves qui font des études d'architecture. C'est incontournable. C'est incontournable, effectivement. On vient plutôt pour une halte sur une journée, un week-end. Est-ce qu'il y a une logique là à conseiller pour venir profiter de ce millénaire? Tout dépend d'où on vient. Si on est tout à côté, par exemple pour les gens qui viennent de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est facile de le faire sur une journée. Et puis après, effectivement, si vous venez de plus loin, 2 jours, c'est intéressant. Mais on a tout type de visiteurs. On a même des gens qui passent plusieurs semaines l'été. Ça arrive ici. Ils ont des maisons, des résidences secondaires, parce qu'ils sont tombés sous le charme en fait de notre territoire. Donc c'est vrai qu'on y est avec la sortie d'autoroute, la gare, c'est vraiment facile de venir ici. C'est très pratique. Petite commune, mais très accueillante. Vous savez en tout cas bien faire la promotion de cette destination avec une exposition notamment. C'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure, Pascal, une exposition de vitraux juste à côté. On est toujours ici en Saône-et-Loire, à Tournu, à l'occasion des 1000 ans de la consécration de cette abbaye particulière. Et je suis ravi d'accueillir avec nous ce matin Monsieur le maire. Merci d'être avec nous, Bertrand Vaux. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir à Tournu.
On va découvrir que Tournu, c'est dynamique, ça se vitalise, contrairement à quelques idées reçues. Mais d'abord, si vous me le permettez, on est quand même ici les modestes invités du locataire que vous êtes vous en permanence, Dominique Oudot. Vous êtes le prêtre de cette paroisse qui nous accueille ce matin. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Et c'est un grand bonheur. On voit à l'image quelques magnifiques endroits. Moi, j'ai repéré par exemple cet orgue-là qu'on est en train de voir. Parlez-moi de cet instrument qui est quand même assez majestueux. Complètement. Et il a un très beau buffet. Il est en parfait état. Et on a la chance d'avoir 3 organistes qui, tous les dimanches, nous aident à prier en musique. Et puis d'avoir plusieurs fois par an des beaux concerts d'orgue, dont un festival qui s'appelle Orgue en Ascension, où chaque année, 4 jeunes organistes viennent montrer leur talent, souvent venus de France, mais aussi de Suisse ou d'Allemagne. Et puis, un de nos organistes qui clôture avec un concert majestueux. Alors c'est vrai qu'il y a un festival d'orgue, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut voir ici à Tournu. Et il suffit simplement de sortir pour se rendre compte que Tournu est en train de changer. C'est le moins qu'on puisse dire, Bertrand Vaux. Je vous remercie de l'avoir constaté. On fait tout pour ça. Je peux être très honnête jusqu'au bout et dire que, en préparant cette émission, je suis allé me balader dans les petites ruelles de Tournu et franchement, ça donne envie. Si j'osais, je dirais à ceux qui n'en sont pas convaincus, arrêtez-vous, parce qu'on parlait de Cluny tout à l'heure, on parlait de Fontenay, on parlait d'autres endroits, et malheureusement, vous êtes un tout petit peu moins connu. C'est mauvais côté des choses, Bertrand. Alors, c'est vrai que Tournu a moins de notoriété que les endroits que vous venez de décrire. Cependant, on a de nombreux visiteurs, plus que les endroits que vous venez de décrire. Il y a à peu près déjà 200 000 visiteurs par an à Tournu, et c'est un atout pour nous déjà. Mais je pense qu'il pourrait y en avoir plus, effectivement, donc il ne faut pas hésiter à dire que Tournu est une ville un peu mystère, un peu cachée, mais c'est ce qui participe à son charme. D'autant que cet anniversaire prestigieux, ces 1000 ans, donne lieu à de nombreuses manifestations qui vont avoir lieu toute cette année 2019. Oui, qui ont déjà commencé et qui vont avoir lieu tout l'été avec un point d'orgue, c'est la journée millénium du 15 juin, et le 9 août, Barbara Hendricks qui nous fait le bonheur et la joie de venir chanter dans cette merveilleuse abbaye. Il est très clair que valoriser la ville, son patrimoine, c'est forcément un plus pour Tournu. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc l'histoire d'une ville, l'histoire de ses habitants, la connaître, ça apporte de la cohérence pour construire le projet d'avenir pour la ville. Alors vous faites beaucoup d'efforts pour transformer Tournu, on va le voir. Vous faites venir et revenir le plus de monde possible. C'est votre défi quotidien. On va le comprendre en images, puis nous reviendrons ici ensemble à Tournu. Regardez. Lorsque le maire nous fait la visite de Tournu, il ne manque pas de projet. Alors le but ici, ce serait de faire des terrasses de café, de revoir complètement la disposition générale, de revoir la place de la voiture, pour y faire vraiment un lieu sympathique et attractif. Réaménagement de 2 places, d'un quartier, de logements ou encore modernisation de la bibliothèque, les idées sont là et 2 millions d'euros sont sur la table pour revitaliser le bourg. Pourtant, il y a encore 2 ans, ce n'était pas gagné. Un projet de centre commercial en périphérie de la ville avait provoqué un tollé jusqu'au départ de l'ancien maire. Les habitants s'étaient mobilisés pour sauver le centre-ville. Aujourd'hui, pour le nouveau maire, c'est de l'histoire ancienne. Il y a un frémissement. Hier, j'ai eu 5 demandes de permis de construire. Ça peut arriver depuis des années. Quand on regarde Tournu, depuis 1 an à peu près, on voit des grues partout. On n'a jamais eu autant de personnes privées qui ont refait leur toiture, qui sont en train de refaire leur façade. Donc on voit que la ville commence à se transformer et ça, c'est très enthousiasmant. Premier bénéficiaire de cet élan, le cinéma de la ville entièrement remis à neuf. Pour la ville, impensable de le laisser tomber en désuétude. Il n'y a qu'un cinéma à 30 km à la ronde et 6 000 habitants à Tournu, mais on touche la communauté de communes, voire des villages un peu plus loin, pour ne pas dire même Mâcon, Châlons, sur notre programmation plus pointue. Du coup, ça oblige les gens à venir en voiture, à venir à Tournu. Faire venir, faire revenir les gens à Tournu, un objectif qui a de quoi séduire tout le monde. Et c'est mathématique, ce commerçant y trouve son compte. Il y aura plus de gens qui viendront dans le centre, donc potentiellement plus de clients. Et aussi en termes d'attractivité touristique, parce que si on réhabilite les logements, si on réhabilite les ruelles, si on met en avant les avantages que représentent la Saône, les vieux quartiers, on aura plus de gens qui viendront peut-être se promener, peut-être faire des achats. La ville attire de nouveaux investisseurs. Cet entrepreneur s'est lancé dans la construction d'un hôtel grand luxe. Pour lui,
il n'y a qu'un avenir possible à Tournu. Ce qui peut sauver Tournu, c'est le tourisme, aussi bien par l'accueil de l'hôtellerie, par l'abbaye qui est présente, par les musées, par l'environnement qu'on peut créer autour de Tournu et l'animer au quotidien. À l'heure où les centres-villes sont plutôt victimes de fermetures de commerce, le plan de revitalisation du bourg signé avec la région est une petite bouffée d'oxygène. Toujours avec vous ici depuis Tournu, parce que ensemble c'est mieux du lundi au vendredi à partir de 10h50 avant votre 12-13 en compagnie de Bertrand Vaux. On vient de vous voir dans ce sujet, on l'a compris, la ville de Tournu se transforme, Bertrand. Ben oui, elle se transforme, elle a besoin, il faut vivre avec son temps, il faut se moderniser. Et puis surtout, les petites villes comme nous souffront d'une dévitalisation depuis le milieu des années 70, comme à toutes les petites et moyennes villes de France. On est pris dans l'étau du rêve pavillonnaire d'un côté et du dynamisme des grandes métropoles de l'autre. Et il faut absolument inverser cette tendance. Donc c'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Et ce qu'on essaie de faire ici aussi, dans cette paroisse à Tournu avec vous, Dominique Oudot, parce que votre quotidien, c'est vraiment de faire vivre cet endroit. Alors, bien sûr que l'abbatiale et le site abbatial, c'est d'abord un lieu vénérable et qui nous rappelle un passé, des pages prestigieuses du passé et humain et spirituel ici, mais c'est aussi une église paroissiale. Et c'est un petit peu le challenge permanent, et à la fois de faire vivre une paroisse dans ce lieu, et puis aussi d'accueillir des groupes, des familles qui viennent pour admirer des belles pierres et qui sont sensibles d'ailleurs aussi à ce qui se vit ici, alors dans la ville comme l'a dit monsieur le maire, mais aussi dans la paroisse qui est très active. Quelques petites pépites, on va dire, notamment dans l'accueil, l'accompagnement de déboutés du droit d'asile, comme nous y encourage le pape François. Et puis, avec une vie liturgique assez dense, l'église n'est jamais vide ici. Les dimanches, on a toujours des belles assemblées. Justement, Dominique Oudot, il y a quelques minutes à peine, il y avait encore des groupes là qui déambulaient. Alors voilà, la magie de la télévision fait que ils ont disparu, mais ils peuvent surgir à tout moment d'ici la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous demandent ces groupes quand ils visitent ici Tournu ? Alors, assez souvent, ils viennent avec leur propre guide. Ils frappent aussi à la porte de l'office de tourisme, qui les renseigne, parfois les guide aussi. Et puis, dans la paroisse, il y a un certain nombre de personnes qui volontiers aussi, à la demande, font visiter, en insistant peut-être moins sur l'aspect architectural, sur lequel il y a tant à dire, que sur l'aspect spirituel. Et sur une vie des chrétiens à Tournu qui est magnifique, puisque ici, il y a des chrétiens depuis 179, le martyre d'un certain Valérien. Il y a eu toute l'époque des moines qui ont amené ici depuis Noirmoutier les reliques de Saint-Philibert. On en a parlé avec Fabienne il y a seulement quelques minutes. Elle était sous la crypte, elle est allée aussi du côté de l'extérieur pour nous faire vivre tout ce qui se passait avec les animations pour les 1000 ans. Les 1000 ans, c'est pas n'importe quoi. Il y aura un gâteau, dites-moi Dominique Oudot, avec suffisamment de bougies. Peut-être beaucoup de gâteaux. Et moi, je suis très sensible, et le maire de la ville, dès le début de la préparation, a toujours dit, on regarde le passé, mais donc il y a un millénaire passé. Et toute cette belle histoire humaine et spirituelle et chrétienne vaut le coup d'être fêtée, mais c'est surtout pour avancer vers l'avenir. On va avancer nous aussi vers l'avenir. J'ai envie de vous remercier tous les deux. Si je vous dis réfectoire des moines, Dominique, forcément ça vous dit quelque chose. Mais oui, et puis quand même, c'est à signaler que ce site abbatial est un site unique en Europe où tout est encore présent. Il y a le réfectoire, mais il y a le cellier, il y a l'abbatiale, il y a le cloître, il y a la salle capitulaire et j'en oublie sûrement. Alors, tout est resté intact. On va laisser à Stéphane Bern un jour peut-être l'occasion de venir pour France Télévisions vous faire une grande émission. On l'espère. Nous, vous savez, on en fait une par jour, donc c'est déjà beaucoup. On va s'arrêter quand même quelques instants au réfectoire des moines pour justement aller y retrouver Fabienne qui a rencontré le maître verrier de ces fameux vitraux que vous avez pu découvrir tout à l'heure à l'image. Pascal, nous voici cette fois dans une dernière pièce que je voudrais vous montrer, le réfectoire, là où les moines venaient manger tout simplement. C'est plus du tout un réfectoire aujourd'hui, c'est un lieu d'exposition où l'on vous retrouve. Pierre-Alain Parot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vitrailliste, alors c'est l'occasion de découvrir une sorte d'exposition plutôt insolite. Des vitraux d'habitude ça s'expose pas. Les vôtres en revanche sont exposés ici pour ce millénaire.
Oui, ce sont des fragments, des morceaux en fait de vitraux qui sont installés dans des cathédrales pour des grands chantiers de création. Et là, on expose des panneaux d'essai, des panneaux qui ont été réalisés en double, qui permettent justement d'inciter à la visite dans les lieux sur lesquels ils sont exposés. Plutôt des croquis ou tout ce que vous faisiez avant les vrais vitraux posés sur les cathédrales? Des panneaux d'essai, des panneaux témoins, des panneaux qui permettent aussi aux commanditaires, l'État par exemple, sur place de juger du travail quand il sera réalisé. Donc c'est des restes, c'est pas des restes d'atelier, mais presque, voilà. Mais ils sont quand même spectaculaires et ils donnent l'impression de ce que va être l'église dans l'église actuellement. Ils sont déjà bien assez hauts pour qu'on se rende compte de l'échelle réelle dans les églises. Et effectivement, votre travail de vitrailliste, il a plusieurs volets. Il y a de la restauration, il y a de la création. Le principal travail, principale occupation des ateliers, c'est la conservation-restauration, 1000 ans d'histoire du vitrail à restaurer, à entretenir. Et puis, donc ça, c'est une activité vraiment importante de spécialistes maintenant, scientifiques. Et puis, on a deuxième volet qui est la création contemporaine d'art contemporain, comme un maître verrier au XVIe siècle, restaurait le siècle précédent et entretenait les siècles précédents et créait le patrimoine du XVIe siècle. Donc, aujourd'hui en création, c'est aussi bien mes propres créations, ce qui est quand même assez difficile, parce que de plus en plus, on nous demande de faire équipe avec des artistes plasticiens. Et donc, c'est l'exemple de ce qu'on vient de voir, de Colin Thiébaut à Tours. Ici, c'est Matthew Tyson, un Anglais, à la cathédrale Saint-Claude dans le Jura. C'était une recherche sur le verre blanc et sur le verre rouge avec des fabrications spéciales. C'est toujours cette recherche de technicité pour répondre au dialogue que l'on entretient avec l'artiste. Ça, c'est un travail qui vous demande énormément d'années. On se rend pas compte, nous, faire un vitrail, c'est long. Oui. Ça dépend de la complexité, puis il y a toutes ces phases de recherche, de mise au point, des techniques, de dialogue avec l'artiste, et de réalisation de panneaux témoins, et puis de mise en place. Après, dans les ateliers, ça peut durer plusieurs mois, voire 1 an ou 2. La cathédrale de Tours, c'était pratiquement 2 ans de travail. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une connaissance précise de l'histoire religieuse de la Bible aussi pour faire ça? Oui, bien sûr, oui, parce qu'il y a quand même une vocation spirituelle du vitrail, il y a un sens de la lumière. L'abbé Sugère au XIIe siècle disait faites des vitraux les plus radieux pour qu'ils traduisent la lumière de Dieu. C'est important, quoi. La lumière, c'est quand même un élément sensible et un élément spirituel. Donc effectivement, il y a un travail sur la lumière. Chaque vitrail a sa petite singularité. On le voit encore avec celui-ci, donc qui vient de la cathédrale, l'église de Talent, en Côte d'Or. Oui, avec Gérard Garou, c'est un projet important qui a eu lieu il y a déjà une vingtaine d'années, mais qu'on a remis là parce que vraiment c'est toujours un moment très important dans l'histoire du vitrail. Gérard Garouste avait souhaité que l'on refabrique des verres en cive, comme au XIIe siècle. On a monté une verrerie dans nos ateliers pour refabriquer un verre fabriqué comme au XIIe siècle. Et puis tout ce travail sur la peinture sur verre, l'attaque à l'acide, les gravures, et ainsi de suite, qui a donné une œuvre extraordinaire. Oui. Il y a beaucoup de monde qui vient visiter, découvrir vos vitraux dans le cadre de ce millénaire. C'est l'occasion de faire connaître votre métier aussi. Bien sûr, c'est l'occasion de montrer ce volet conservation et puis aussi restauration, que le vitrail, c'est pas que du passéisme, c'est aussi un art contemporain vivant et qui permet justement à des artistes ou de s'exprimer à travers le verre et le vitrail. Oui. Est-ce que vous êtes allé, Pierre-Alain, découvrir les vitraux de l'abbaye juste à côté de nous, ici à Tournu? Oui, c'est des vitraux qui ont été faits dans les années 50 par Brigitte Simon. C'est des vitreries assez belles, très claires, très sobres, très féminines, des roses, des bleus, des blancs, c'est très beau. Oui. C'est le début du vitrail contemporain, ce qu'on a pu découvrir avec elle, là, dans l'abbaye? Oui, après-guerre, il y a une grande émulation sur le vitrail contemporain. Avec les ateliers d'art sacré, la Franche-Comté a été vraiment leader dans la création contemporaine. Ronchamp, avec le Corbusier, Manessier, Aubrézeux, ça a été un des grands centres de création contemporaine, la Franche-Comté. Et puis, il y a ce type de vitraux qui sont encore les vôtres, Pierre-Alain, des vitraux pour lesquels vous aviez eu un prix à la cathédrale de Strasbourg il y a 2 ans. Ça a représenté, dites-nous rapidement, énormément de travail, plusieurs années. Oui, 1 an et demi de travail là sur ce vitrail avec une artiste photographe qui nous a livré une œuvre photographique et il a fallu la traduire en verre en faisant des impressions numériques de nos produits du vitrail sur le verre, les recuire et puis rajouter une double peau en vitrail pour redonner cet éclat des rouges, des bleus sur le thème de Sainte-Catherine. C'est un vitrail sur le thème de Sainte-Catherine. Oui. Nous avions pu, nous, il y a 2 ans, à l'époque, découvrir un petit peu l'envers du décor. Comment vous avez pu préparer ces vitraux dans votre atelier d'Ezray, en Côte d'Or. Je vous propose de découvrir le reportage fait il y a 2 ans et je vous rejoins, moi, tout à l'heure dans le cloître, Pascal. 2 ans de travail récompensés.
avec une création originale révélée l'an dernier à la cathédrale de Strasbourg. Un vitrail aux 100 visages. Derrière cette œuvre d'art, Pierre-Alain Parot. C'est dans son atelier que le vitrail a pris forme mois après mois. Un projet inédit réalisé avec une plasticienne photographe. L'intéressant, c'était d'essayer de remporter ce challenge, de reproduire sur verre des photographies avec nos techniques pérennes du vitrail, c'est-à-dire des émaux qui sont des couleurs vitrifiables, qui sont intégrées dans le verre à haute température et qui donnent un décor complètement indélébile et qui franchira les siècles. Œuvre mouvante, le vitrail est indissociable de la lumière qui le traverse. Alors pour créer, il faut une large palette de couleurs aux nuances révélées par le soleil. Car travailler le verre, c'est avant tout travailler avec la lumière. Un vitrail sans lumière ne vit pas, il est noir. On le voit très bien, donc le révélateur de la couleur dans le verre, c'est le soleil, c'est la lumière naturelle qui, grâce aux oxydes métalliques qui sont dans le verre, vont filtrer cette lumière naturelle et laisser passer des rayonnements rouges, bleus ou jaunes, verts. En plus des créations, Pierre-Alain Parot restaure. C'est d'ailleurs son activité principale. Un travail long, minutieux, comme sur ce vitrail de la cathédrale de Bayonne du XVe siècle. Une pièce creusée par l'eau, principal ennemi du verre. L'idée, c'est vraiment de supprimer les produits d'altération qui risquent de maintenir une humidité à la surface des verres et de modifier les problèmes de pH qui sont à la surface des verres. En plus, ces vitraux seront protégés par une double verrière, donc ils ne seront plus soumis à l'agression physique et chimique du temps. Pour aider le maître verrier, une douzaine de petites mains chargées de recomposer ces pièces de puzzle très particulières. C'est la remise en plomb. Elle consiste à remplacer les anciens plombs avant de les souder. Toutes les étapes dans le vitrail prennent du temps. C'est quand même des œuvres d'art fragiles. C'est des vitraux qui ont été créés en 1550. Vous voyez, c'est des vitraux quand même qui ont 5 siècles et qui nécessitent vraiment un soin très attentif. La France est le pays qui possède le plus gros patrimoine de vitraux dans le monde. Depuis près de 70 ans, l'atelier familial participe à sa conservation. Les 1000 ans de la consécration de l'abbaye Saint-Philibert de Tournu en Saône-et-Loire, c'est avec vous ce matin. Alors puisqu'on est dans les confidences, je vais vous donner un petit acronyme. Vous avez quelques secondes pour réfléchir, mais pas trop non plus. On est vendredi matin, c'est la fin de semaine. Si je vous dis CIER, mesdames, messieurs, je crois qu'on va demander à Fabien Clerc, ça va être beaucoup plus simple. Bonjour, bienvenue Fabien. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça veut dire quoi, CIER? Centre international d'études romanes. Et là on se dit, mais quel rapport avec le lieu où nous sommes? Eh bien, l'abbaye Saint-Philibert est un des premiers exemples en Bourgogne de cet art roman, c'est-à-dire de l'art qui naît autour de l'an 1000 et qui va se développer jusqu'au XIIe siècle, dans les années 1180. D'accord. Et ce centre, il fait quoi par rapport à c'est une vieille structure qui est née dans les années 50 et qui a pour but de promouvoir l'art roman, de défendre le patrimoine médiéval et d'organiser des expositions, des concerts, des voyages, des conférences. Voilà. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Oui, d'accord, Tournu, art roman, mais après tout, oui, c'est un art roman comme les autres ». Ah non, c'est pas un art roman comme les autres. Ils s'inventent des choses à Saint-Philibert de Tournu. C'est plutôt ailleurs qu'on a copié Saint-Philibert. Ah, voilà, vous commencez à m'intéresser là. Alors dites-moi, allez-y, Franco. Par exemple, le déambulatoire derrière le chœur. Comment faire concilier un pèlerinage avec des reliques, permettre une sorte de pré-tourisme de masse au XIe siècle. Il fallait à la fois venir dans l'abbaye et puis en même temps ne pas trop déranger les offices et que les fidèles puissent voir les reliques. Donc on invente une architecture. Oui, et cette architecture, vous la faites vivre au travers de quelques animations, parce que c'est une année un petit peu particulière. On le vit depuis ce matin, on en entend beaucoup parler. Ce sont les 1000 ans de cet endroit. Alors, officiellement, on l'a compris, on verra avec Lynn Pajot d'ici quelques minutes, c'est plus que 1000 ans pour Tournu. Oui, c'est 18 siècles. Oui, voilà, c'est ça, on n'était pas là. Hein. Non. Mais c'est important parce que l'édifice qu'on a sous les yeux a à peu près 1000 ans. Ouais. Voilà. Et donc beaucoup d'animations pour cette année 2019. Beaucoup de conférences, beaucoup de spectacles. Le CUR, lui, est plutôt dans le registre scientifique, d'organiser des ateliers avec des archéologues, des historiens, un colloque à la fin du mois de septembre. Alors quand vous dites histoire, archéologie, on pourrait presque faire
plus qu'un livre, il y a plusieurs livres ici sur Tournu. Il y en a des tonnes. Mais j'ai envie de dire. voilà. Qu'est-ce qui marque le plus cet endroit où nous sommes ici, Tournu? Sur quel plan? Plan historique, bien sûr. Plan historique, vous avez un des premiers exemples de construction romane en Bourgogne, avec quelque chose d'assez atypique, puisque généralement une église romane c'est plutôt petit et sombre. Et là vous avez une abbatiale qui est très haute, très lumineuse, parce que précisément on a inventé quelque chose, ces fameux arcs doubleaux. Là on est un siècle après la consécration, mais c'est un édifice qui s'est construit sur plusieurs décennies. Et alors pour 2019, il y aura quelque chose de plus précis, plus particulier que vous réservez aux téléspectateurs de France 3? Allez, un petit scoop, peut-être quelque chose de surprenant. De surprenant, non, l'habitude pour le CER, des concerts, des conférences, des... Il veut rien nous dire, Fabien Clair, Oui. il veut rien nous dire. Bon, allez faire un petit tour, c'est pas grave, et vous comprendrez que le CIER organise beaucoup de choses du côté de cette abbatiale ici où nous nous trouvons à Tournu. Il y a un petit peu de vent, mais on va laisser le vent vous pousser tranquillement vers la sortie, mais gentiment. Merci à vous. Merci Fabien de nous avoir accordé quelques minutes, et puis on va aller retrouver Lynn Pajot, qui évidemment, avec les enfants notamment, parce que vous êtes aussi dans la vraie vie prof d'histoire, géographie, en plus d'être professeur de tourisme et d'avoir d'autres casquettes au sein de la mairie, notamment en matière de tourisme. Je m'arrête avec vous parce que vous emmenez souvent des élèves ici. Qu'est-ce que vous leur dites en premier quand vous les amenez pour la première fois? Quand je les amène ici, eh bien en fait, je les amène ici au cœur du système. Donc au cœur du système, c'est le seul lieu où vous avez accès au ciel, et c'est à cet endroit-là que vous avez une synthèse de l'ensemble de l'abbaye qui vous permet d'expliquer ce que Fabien Clair a dit. Eh bien, on a du 11e jusqu'au 12e siècle pour comprendre ce qu'était l'abbatiale, l'abbaye et tous les bâtiments qui forment cette abbaye. Oui, parce que soyons clairs, Lynn Pajot, nous sommes ce matin dans le cloître. Exact. On est ce matin dans le cloître, c'est-à-dire que derrière moi, on a l'église. Derrière vous, eh bien, on a la salle capitulaire. On a autour, vous êtes allé tout à l'heure voir une exposition de vitraux, eh bien, c'était dans le réfectoire. Et une pièce dont on n'a pas encore visité, c'est le cellier. Mais il faudra revenir à Tournu pour aller voir le cellier. Alors, je vais vous dire, on n'a pas trop le temps ce matin, mais nul doute que 45 minutes ne suffisent pas. C'est évident. Vous voyez, ça c'est évident. Il y a les cloches qui sonnent, c'est pas pour rien. Ça veut dire que on est dans les derniers instants de cette émission. J'ai envie de vous demander, Lynn Pajot, le principal de cette année 2019 ici à Tournu. Le principal, ça va être très très compliqué de trouver une synthèse. Simplement, moi ce que je peux vous proposer, c'est de venir tout l'été à Tournu. Parce que tout l'été, on aura une grande exposition qui s'appelle Quoi de neuf au Moyen-Âge du 15 juin au 22 septembre. Et comme monsieur le maire et comme monsieur le curé vous l'a dit, on va retrouver très régulièrement des concerts qui vont ponctuer toute cette saison culturelle. Et dernier point-ci, je vous invite à revenir le 3 novembre pour la clôture. Et ici, vous aurez un spectacle. Tout à l'heure, on parlait du Galpone. Eh bien, le Galpone investit l'abbaye Saint-Philibert. Donc je pense que ça va être pas mal. Tiens, mais moi aussi j'ai une petite surprise pour vous dans moins de 2 minutes avec quelque chose d'assez sympathique. On va parler d'un festival que vous connaissez. Mais Lynn, juste avant, j'insiste un peu. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont avec nous ce vendredi matin et qui se disent « Ah mais oui, mais moi j'ai bien envie de venir à Tournu. Elle m'a presque convaincu. » Je vous ai presque convaincu. Il manque le petit plus pour faire la différence. Le petit plus qui fait la différence. Eh bien, je vais vous proposer carrément la journée complète à Tournu. Vous venez par le train, vous venez par l'autoroute, vous venez par le bateau, vous venez à pied, vous venez même en vélo à Tournu. Et puis avec l'exposition, avec tous les concerts, avec le musée, avec la ville, avec la gastronomie. Donc Tournu est une petite cité gastronomique assez importante. Je pense qu'il n'y a pas de petits plus. Tournu, c'est que des petits plus. Donc il faut venir obligatoirement. En tout cas, merci pour votre accueil ici à Tournu, Lynn. Encore une fois, on a été plutôt très rapide, on va pas se le cacher. Le mieux, c'est encore de se plonger dans les livres d'histoire pour essayer d'en savoir beaucoup plus sur toute l'histoire de Tournu, de visiter, de découvrir, de se dire que cette année 2019 nous réserve
plein de surprises. Et on l'a compris parce que tout le monde n'a pas voulu tout nous dire. Hein. On vous dira pas tout, faudra venir nous voir. Ça, j'ai bien compris. On parlait tout à l'heure de festival. Vous connaissez le séjour en Tournujois, le festival des Tours? Le T-Tour en Tournujois à la fin août, début septembre. Oui, c'est un très très joli festival qui est itinérant sur le Tournujois, sur plein de petites communes, qui était l'année dernière à Tournu et qui l'année prochaine, plutôt cette année, eh bien, va se retrouver dans d'autres petites communes. C'est le festival du territoire. Et vraiment, je vous invite à venir. Eh bien justement, on va faire un petit retour en arrière sur ce festival populaire, comme on les aime. Parfait. On vous remercie encore une fois de nous avoir accueillis. Vous restez avec nous, vous tous. C'est la magie de la télévision. On rajeunit de quelques mois pour se plonger dans un ancien festival qui laisse présager le nouveau, à mon avis, et le renouveau de Tournu. Merci encore, Lynn, de nous avoir accueillis à Tournu. À très bientôt. Flashback, souvenir, nous plongeons dans le festival des Tours en Tournujois. Vous avez senti quelque chose? Non. Maintenant, moi, j'ai la dame. Et est-ce que vous pourriez regarder les morceaux de cartes? Un magicien à une terrasse de café sur le marché, c'est aussi cela des Tours en Tournujois. En dehors des spectacles proprement dit, ce genre de petits cadeaux offerts à la population témoigne du caractère singulier de ce festival, comme une volonté de donner un autre visage à la ville. Je pense que c'est ça qui fait aussi que ça donne beaucoup à Tournu, ce festival. C'est que ça donne envie aux gens de venir vivre ici, faire des choses, monter des projets. Je crois que c'est une ville qui n'est pas très grande et qui a pourtant vraiment un gros potentiel. C'est une grande aventure. Je suis très content d'y participer parce qu'on l'a vu naître, on l'a vu se développer. Et puis j'ai pu apprécier tout le dynamisme de ceux qui sont à la tête de ça. Cela fait maintenant 10 ans que l'association Galpone propose ce festival qui se déplace dans le Tournujois. À chaque fois, le site choisi est rendu convivial et chaleureux par une armada de bénévoles. Plus de 90 cette année, sans compter ceux des associations partenaires. Et puis, ce festival a une autre particularité. Il n'y a pas 36 festivals en France qui sont programmés par des artistes eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une histoire de complicité des artistes qui croisent d'autres artistes dans les festivals. C'est une sensibilité, c'est un truc qui crée une qualité de spectacle que vous verrez nulle part ailleurs parce qu'il y a la complicité, parce que les artistes veulent donner. Lui aussi est une spécialité du festival, c'est le crieur public. Ma mission est de chauffer le public. Et j'invite à la genuflexion parce que la genuflexion permet d'assouplir les membres postérieurs d'une part, mais surtout de pomper le tellurisme si particulier du terroir tournujois. Finalement, des Tours en Tournujois et son crieur se ressemblent un peu, à la fois très rodés et hors des sentiers battus. Des Tours en Tournujois, vous l'avez entendu, fin août, début septembre, pour une nouvelle édition. J'espère que vous avez passé une bonne matinée avec nous. En tout cas, nous, avec toutes les équipes, on a bravé le vent, mais nous avons eu un temps magnifique. Coucou Pascal. Coucou Fabienne. Et le sourire de Fabienne pour nous accompagner. Ouais, non, ça a été beau, magique, magnifique, exceptionnel. Ça continuera d'être magique pendant toutes les vacances de Pâques, puisque Ensemble c'est mieux ne s'arrête pas. Vous aurez le meilleur à partir de 10h50 du lundi au vendredi, avec aussi quelques surprises. Hein. Oui, bien sûr, plein de surprises. Tenez, Pascal, n'oubliez pas le programme. Ah ben ça c'est gentil, c'est un beau programme. Parce qu'il faut revenir à Tournu jusqu'à fin Spectacles, novembre. concerts, expositions, conférences, visites, j'en passe, j'en oublie. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur vos écrans connectés pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui se passe à Tournu et puis pour retrouver toutes vos émissions préférées, dont celle-ci en replay. Merci encore une fois à toutes les équipes de France 3 qui ont fait un travail formidable. À bientôt, restez